Bien, merci Monsieur le Directeur. Eh bien, on va donc essayer d'aborder l'œuvre de Anne Mook, qui est une œuvre qui est une grande richesse. Et tout son parcours artistique s'explique très bien et annonce les parties, les périodes qui viennent. Et depuis 1950, tout est cohérent. Et ça, je dois avouer que c'est assez rare chez un artiste d'avoir toujours comment dirais-je, une exposition d'œuvres qui sont cohérentes et qui expliquent l'évolution de son œuvre, tant sur le plan intellectuel que sur le plan graphique. Donc, Anne Mook est née en 1914 à Séoul, de ce vrai nom Anne Baek-Hyu, et très rapidement, il se destine aux arts. Il est né dans une partie qui est devenue après la Corée du Nord, après la guerre, et en 1932, il va faire un séjour en tant qu'artiste entreprenant, on peut dire. Il va faire un séjour en Mandchourie, et puis ensuite, il va revenir à Séoul, et pendant 3 ans, il va s'occuper d'un groupe d'art moderne, Gokkakai, où il exposera longtemps. Puis de 35 à 40, il va suivre les cours au Japon à l'école des beaux-arts de Kawabata, à Tokyo. Puis en 44, il revient à Séoul et devient professeur dans des collèges et lycées. Et surtout, en 1951, à cause de la guerre, il va se réfugier à Busan. Et c'est là où on peut dire que va naître une vocation assez importante, puisqu'il va se retirer donc là-bas quand les troupes seront repoussées jusqu'à Busan, avant de remonter jusqu'au 38e parallèle. Et il va vivre à côté de Busan, dans une colline de Bogdan, qui va dans une akobang. L'akobang, c'est une petite maison dont on a parlé beaucoup à cette époque, qui est une petite maison en bois, qu'en principe les locataires construisaient eux-mêmes, dans des espaces qui leur étaient attribués. Et là-dessus, il parlera de ça dans ses souvenirs, et il dit, parce qu'en fait, le problème du logement était très important à cette époque de la guerre, et il y avait beaucoup de propriétaires qui étaient peu scrupuleux et qui avaient tendance à augmenter les prix et à faire vivre les gens dans des lieux pas exceptionnels, mais à des prix très élevés. Donc il dit, je fais partie de ceux qui ont préféré vivre dignement dans une akobang construite de mes propres mains, dans une vallée du quartier de Bosudang. C'est une façon de ne pas rentrer dans le système et d'accepter n'importe quoi. Et dans cette baraque, qu'il appelle lui-même baraque, il l'a construit petit à petit, et en fait, il a fait un 2e étage dans lequel il a fait ce qu'il appelle son refuge atelier, et qui était pas très grand puisque ça faisait 6 mètres carrés. Donc il faut dire qu'il avait une vie assez précaire, comme beaucoup de gens à cette période, et que son œuvre, à partir de cette date, ressent un petit peu les difficultés de la guerre et se montre un petit peu des événements et des objets du quotidien qui ont un rapport plus ou moins symbolique avec cette période difficile. À cette même date, il va devenir membre de l'Association coréenne des beaux-arts, d'abord à Busan, puis à Séoul quand l'armée remontera, et il va participer à de nombreuses expositions, et ce jusqu'en 59. En 52, il participe à l'exposition des peintres de guerre à l'occasion de la célébration des mouvements d'indépendance du 1er mars 1919. C'est à cette époque qu'il va exposer des croquis de guerre avec d'autres peintres coréens. Donc, à partir de 52, si vous voulez, il se retrouve à Séoul, et à partir de cette date, il va commencer à créer, il va commencer à faire des tableaux qui seront d'abord figuratifs, mais comme vous verrez, quand on va les regarder, ces tableaux figuratifs expliquent petit à petit, expliquent un peu son évolution, et expliquent, ce qui est assez rare, la façon dont il va entreprendre l'art, et comment il va évoluer, et comment il va faire que son art va devenir ce que l'on connaît aujourd'hui, et ce qui fait sa personnalité, sa riche personnalité. Donc, en 52, voilà, donc ça c'est, il a intitulé ça l'usine.
Donc c'est une peinture qui est très figurative, qui est très, comment dirais-je, très structurée, très construite, et qui, mais on voit déjà ses goûts pour les cercles, la géométrie, puisque en haut du toit, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de soleil cerné de cercles, et donc, voilà, mais ça, on peut dire que ça, c'est typiquement figuratif. Ensuite, il y a ces natures mortes qu'il va faire, qui vont être des objets du quotidien, mais qui sont un petit peu sublimés, transcendés, mais dans lesquels on voit déjà une apparente notion de géométrie, puisque tout est bien calculé avec les verticalités, les horizontalités, et disons que c'est une chose qui va permettre d'aller vers ce qu'il va découvrir par la suite, dans quelques années, et qui va être quelque chose qui tournera autour de l'espace, autour de l'environnement, autour des plans. Là, alors, un autre tableau qui est très figuratif aussi, qui est un paysage, mais là aussi on dénote une volonté d'inscrire cette géométrie, je dirais, active, et qui va lui permettre d'avoir une approche des éléments presque mathématique. Là, donc, c'est un autre tableau, une maternité, la femme et l'enfant. Et ici, alors, ça, c'est un tableau qui est très important parce que on s'aperçoit que, tout en étant encore un peu figuratif, qu'il va vers une autre dimension et qu'il va aller vers quelque chose de beaucoup plus géométrique, beaucoup plus linéaire, beaucoup plus graphique. Voilà. Et ça, déjà, on peut dire que ce tableau, c'est un petit peu la base de son désir d'évolution et de son désir d'aller vers quelque chose qui, à l'époque, surtout en Corée, n'était pas commun. Donc là encore, là, on s'aperçoit que c'est un soleil noir qui est dans une, comment dirais-je, qui est dans un environnement un peu abstrait, et le soleil qui représente, qui ressemble presque à un trou noir, comme il représentera dans d'autres tableaux des années 80, et il arrive à déjà se lâcher un petit peu la figuration pour aller dans une dimension qui va lui permettre d'être en concordance avec ce qu'il pense de l'univers, de l'espace. Alors là, ça c'est un tableau qui est aussi, on peut dire, figuratif, mais déjà là tout autour, puisque c'est un macro et un tournesol, mais disons que c'est un petit peu issu de ce qu'on appelait en Occident pendant un moment le misérabilisme que Gruber avait initié et que Bernard Buffet a porté, disons, à sa finitude, parce que là on voit donc ce poisson et le tournesol, mais autour de ce poisson et de ce tournesol, vous avez tout un décor géométrique, des entrelacs, etc. Et tout ça, c'est un pas en avant. Là, un autre tableau aussi qui est très fort, qui est certainement sur papier marouflé, et qui représente une scène de marché. Une scène de marché où la stylisation est très 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 élaborée, et le symbolisme aussi, puisqu'on voit un enfant dans une sorte d'œuf, puisqu'on voit l'étal de poisson, etc. Et on arrive à penser que finalement ce qu'il a essayé de faire par la suite découle de tout ça. Là, il y a une église qui est aussi très géométrique, entourée de bâtiments, etc., de géométrie qui est très très puissante. Là, c'est un ensemble, donc, avec un enfant, etc. Et là, il déborde. C'est un petit peu comme si la figuration était quelque chose de trop étroit pour lui. C'est comme si, vous savez, quelqu'un met une veste qui est un petit peu trop petite, et on a envie ou de la retirer ou de la faire craquer, parce qu'il faut aller au-delà de ça. Et je pense que c'est ce qui arrive avec Anne Mook, c'est-à-dire que sa vision de l'art ne peut pas se contenter d'une vision qui soit uniquement, entre guillemets, matérialiste, uniquement figurative. Il a besoin de souffle, il a besoin d'espace, il a besoin d'objets. Et là, on s'aperçoit que dans un espace fermé qui est la toile, il arrive à faire un ensemble qui n'est pas un ensemble de différents éléments,
mais qu'il arrive à faire une unité de tous ces éléments qu'il regroupe. Et c'est ça qui est intéressant, d'avoir cette vision artistique qui lui permet de synthétiser plusieurs idées, plusieurs personnages, plusieurs pensées en une même toile. Là, donc ça c'est intéressant aussi, c'est un port, et ça date des années 54, je crois, et qui est mise en scène aussi, et ça aussi, ça annonce certains tableaux qu'on verra par la suite, et qui montre une composition très, très élaborée dans un espace, et qui apporte une vision du monde totalement différente, et totalement, dirais-je, hors du commun, parce qu'en fait, la peinture d'Anne Mook est une peinture qui est hors du commun, qui n'est pas... qui ne peut pas tellement se rattacher à un autre mouvement, qui ne peut pas tellement se rattacher à d'autres artistes. Il a une personnalité tellement énorme que même quand il fait une figuration, entre guillemets, on pourrait dire classique, il arrive à exprimer des choses qui ne sont pas exprimables par d'autres. Alors ça, j'aime beaucoup cette toile, c'est La femme et le pigeon. Et là aussi, c'est pareil, elle se situe, cette femme, elle se situe un petit peu dans un univers aérien, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle vole un petit peu dans le ciel, entourée de colombes, et là aussi c'est toute cette prémonition qui va l'emmener vers l'espace. Alors ça, cette toile est intéressante, parce que c'est un autoportrait. Or, je ne crois pas qu'il ait fait beaucoup d'autoportraits, d'après ce que je sais, et là aussi il a joué sur une surface plane, disons que toutes les peintures sont des figures planes, et il a joué sur la plane, mais par contre, il a réussi à structurer cet autoportrait et ce qui l'entoure, donc son atelier. Il a réussi à le structurer d'une manière qui permet de voir un petit peu au-delà de ce que l'on voit. C'est-à-dire que, comme il dit souvent, il disait qu'il y a une contradiction apparente entre le visible et l'invisible, mais que cette contradiction n'est qu'apparente parce qu'en fait le visible est conduit et l'invisible est à l'intérieur du visible, et que cette vision de cet autoportrait montre bien ça, parce que vous avez autour une cage d'oiseaux, vous avez des pinceaux, vous avez tout le matériel de l'atelier, mais en fait on y sent dans cette toile un petit peu les éléments, si vous voulez, qui font que l'artiste doute, que l'artiste a besoin d'avancer pour vivre. Et cette façon qu'il a de se représenter comme ça, plutôt vers nous que vers la toile qu'il est censé être en train de peindre, montre bien qu'il nous dit qu'en fait, ce qu'il fait actuellement, c'est quelque chose de perceptible par tout le monde, mais qui n'est peut-être pas ce qu'il veut lui exprimer. Alors ça, cette toile est d'une grande importance parce que c'est une toile qu'on peut traduire, je crois, par amoncellement. Là, on s'aperçoit que, comme je disais tout à l'heure, la veste de la figuration est beaucoup trop étroite et que là, il éclate les formes. Voilà, ça c'est un éclatement de formes, c'est-à-dire que c'est un chaos, et on peut dire que le chaos va précéder la réalisation, l'harmonie, et que à partir de tous ces éléments qui sont autant d'éléments disparates, il va réussir à faire quelque chose, à construire quelque chose qui va naître de ce chaos, et un petit peu comme on pourrait dire, la veille du premier matin du monde, eh bien, le monde était chaos, et bien, la veille du premier matin de l'œuvre de Anne Mook, on peut dire que la peinture était aussi chaos, et à participer à cet éclatement de tout, afin que l'artiste puisse se répandre dans une autre dimension et arriver à concrétiser ses désirs intellectuels. Alors ça aussi, c'est une peinture assez forte, parce que bon, elle est plutôt abstraite, disons qu'on devine deux papillons, mais que là encore, il est en train d'agir d'une manière forte au niveau des verbous, enfin des tiges de fleurs qui sont là, et pour moi, ça évoque une naissance, de son désir d'aller au-delà, et c'est une naissance, je dirais presque métaphysique, parce que ces deux papillons symbolisent le côté éphémère, et son œuvre pourtant est très, très durable et très installée,
Et donc à partir de ce moment-là, on peut dire que ce qui va venir après sera un petit peu la transmission de ces deux papillons. Alors là, il aborde les quatre espaces, évidemment, à travers le symbole de la croix, mais le haut, le bas, la gauche, droite, etc. Et c'est toujours cette obsession qu'il a de l'espace, cette obsession d'aller vers quelque chose de beaucoup plus grand que nous, et de beaucoup plus important que la vie telle qu'on peut s'en contenter. Alors là, voilà, là, il est en train d'apporter, ça c'est de l'abstrait, c'est une peinture abstraite, mais cette peinture abstraite qui est très, comment dirais-je, organisée sur le plan géométrique, parvient à bouger. C'est-à-dire que la façon dont il fait ces traits, ces grands traits noirs et ces traits jaunes, on s'aperçoit que c'est presque quelque chose qui tourne. Et toujours cette obsession de l'espace et cette volonté d'aller vers quelque chose qui est jamais immobile, voilà. Parce que pour Hahnemuck, l'immobilité, c'est la mort, et l'immobilité, c'est le résultat d'une non-création. Là aussi, c'est pareil, même problème de l'élément qui tourne, qui vire. Et là, pendant toute une période, il va aborder une peinture abstraite, mais toujours avec un grand dynamisme, parce que ce dynamisme va lui permettre d'aller au-delà. Et donc on a bien compris depuis tout à l'heure que depuis les tableaux qui étaient d'une grande figuration, petit à petit, il a inscrit le mouvement à l'intérieur de ces toiles, et inscrivant le mouvement à l'intérieur de ces toiles, il va pouvoir aller jusqu'aux toiles qu'il faisait il y a quelques années, ou encore aujourd'hui, qui sont des toiles basées sur la spirale, basées sur l'évolution, basées sur le mouvement. Là également, une grande agilité au niveau du mouvement. Alors là, on a une perception, si vous voulez, des couleurs, mais là encore, il y a le mouvement, il y a l'évolution, et que cette approche de la couleur va lui permettre de créer un monde qui sera un monde qui se renouvelle lui-même. C'est-à-dire que toutes ces taches de couleurs sont des éléments qui vont lui permettre de renouveler sa peinture presque automatiquement. C'est-à-dire que cette œuvre, quand on la regarde, elle a plusieurs significations et elle a surtout plusieurs approches. Ce qui fait qu'elle a une vérité en elle et une authenticité que Hahnemuck a bien su loger. Toute cette période va être une période abstraite qui va lui permettre d'aller encore au-delà, mais surtout qui va lui permettre d'appréhender les couleurs, d'appréhender les formes, d'appréhender la géométrie et de devenir quelque chose que ces toiles deviennent quelque chose, une sorte de vade-mecum qui vont lui permettre d'évoluer sans cesse. C'est-à-dire qu'à chaque toile, il se repose la question de l'existence, de l'espace et tout ça. Parce que quand il est arrivé en France en 1961, pour lui c'était assez dur, dans la mesure où quitter un univers qu'il connaissait bien, puisqu'on peut dire que c'était quelqu'un d'assez lettré et d'assez curieux, et donc quand il est arrivé en France, il a découvert autre chose, il a découvert tout ce qui faisait que la peinture actuelle était ce qu'elle était, c'est-à-dire que c'était la grande, en 61, c'était la grande vague de l'abstrait, et la grande volonté d'aller vers quelque chose d'abstrait qui pouvait s'expliquer, pouvait se ressentir, mais qui était très difficile pour certains à comprendre et à appréhender. Et alors, quand il est arrivé en 61, bon, ben, il s'est comment dirais-je, il a quitté quand même beaucoup de choses en Corée, puisqu'à l'époque il était professeur à la grande université Hongik, et il était là depuis 55 à 61 à peu près, et donc il a quitté cette université pour venir s'installer en France. Et il fait partie des peintres qui sont là depuis plus de 50 ans, hein, puisqu'il est arrivé en 61, mais qui ont suivi il y a eu une grande migration de peintres coréens avant, avec la plupart des grands peintres coréens qui sont passés, beaucoup sont repartis, mais lui, il est resté en 61 et il est resté travailler et vivre en France depuis cette date. Et il a pu s'enrichir de tout ce qu'il voyait dans les musées, de tout ce qu'il voyait dans les expositions,
Et c'est avec cet enrichissement personnel qu'il a pu créer une sorte de langage pictural qui lui a permis d'évoluer sans cesse et d'avoir un trajet, si vous voulez, qui soit vraiment un trajet logique et un trajet qui emporte sa peinture vers les cimes, mais aussi qui nous emporte, nous, vers un voyage à la fois intellectuel et un voyage pictural. Alors si ces premières œuvres tendent vers une approche géométrique qui au fil des ans sera de plus en plus forte, de plus en plus structurée et calculée, ils arrivent bientôt aux tableaux, aux images hélicoïdales et spiralées. Et il faut noter aussi que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a une simplification, il est parvenu à ce qui est très dur en peinture, il est parvenu à une simplification des objets du quotidien grâce à leur disposition dans la toile et grâce aussi aux approches géométriques que l'on peut déceler dans beaucoup de ses œuvres. Ainsi, l'objet représenté n'est plus seulement un objet, mais est élevé au niveau d'un symbole qui peut se comprendre quand on connaît la période et les difficultés traversées par l'artiste. Donc, toutes ces toiles sont autant de marchepieds qui vont lui permettre d'aller au-delà, mais surtout, ce qu'on s'aperçoit qu'il parvient à maîtriser, bon, les formes géométriques, ça on s'en aperçoit, mais aussi à maîtriser la couleur. Et dans beaucoup de ces tableaux, que l'on verra par la suite, on s'aperçoit que ces couleurs sont comme ces tableaux de couleurs sont comme des prismes, des prismes colorés qui font toute une étude, comment dirais-je, presque symbolique sur l'œuvre en général. Donc tous ces tableaux abstraits que l'on vient de voir, c'est en fait des expérimentations, des recherches, et si en début l'œuvre, il va faire comme ici par exemple une œuvre qui est toute en matière, où il travaille énormément la matière, bien souvent on le verra tout à l'heure en faisant du collage par-dessus, mais celle-ci c'en est pas, c'est simplement une peinture travaillée en matière, et qui se répondent, jouant avec les taches de couleur qui se répondent et qui se créent l'un l'autre, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit par exemple dans ce tableau que si on déplace la tache noire et la tache jaune, qu'on la met ailleurs, on s'aperçoit que le tableau ne va pas tenir, parce qu'il y a une réponse qui se fait entre ces deux entités, et l'œuvre n'existe que par le choix de l'artiste qui a fait que ces deux taches réagissent comme des respirations de l'œuvre. À partir de 1970, Hans Muck va évoluer encore, ou plutôt affiner sa pensée, en travaillant plus la couleur et plus la géométrie, et surtout en travaillant plus la dynamique de l'espace. Alors là, il va jouer avec un quadrillage coloré qui va lui permettre de précéder un petit peu sa prochaine période et de prendre conscience que, en fait, c'est par la couleur aussi qu'il peut arriver à marquer son génie et à marquer son esprit et à marquer l'esprit des autres, parce que comment dirais-je, ce tableau par exemple, est d'une dynamisme et surtout montre un relief qui est assez impressionnant, parce que en opposant les teintes colorées faibles et fortes, on arrive à une mosaïque qui permet de jouer avec la lumière aussi, et ça c'est assez important. Voilà, donc ça, on est en 1970, là, donc là, il va commencer à découper un peu, et là, il va commencer ce qui va être sa marque de fabrique au fil des années, c'est-à-dire jouer avec la spirale et jouer avec les évolutions de l'espace et avec la prise de conscience de l'infini et de l'humain. Là aussi, donc là, à partir de ce moment-là, il travaille avec des compas, règles, donc c'est une chose un peu des spirales mathématiques, je dirais presque logarithmiques, qui vont lui procurer la force de montrer un petit peu
l'univers tel qu'il le conçoit sur un plan intellectuel peut-être, mais aussi sur un plan de réalité. Parce que, en fait, en 69, il y a eu ce que l'on sait, c'est-à-dire les hommes qui marchaient sur la Lune, et à cette époque, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, parce que sur le plan symbolique, on sait qu'en Corée, la Lune était considérée comme le lieu d'habitation d'un lapin, et qu'il y avait aussi un arbre à cannelle dessus. Or, à partir du moment où les hommes sont allés sur la Lune, c'est toute une mythologie qui s'écroule, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est une légende qui n'existe plus. Et à partir de ce moment-là, pour Hanmook, marcher sur la Lune, ça a été comme si on faisait un lien direct, un chemin direct entre la Terre et la Lune. Et qu'en fait, ça va dans son sens, puisque pour lui, l'univers, nous, la Terre est dans cet univers, mais que l'univers est quelque chose qui est complètement illimité, et que par conséquent, démarquer la Terre et la Lune, par exemple, c'était quelque chose de contraire à sa pensée, dans la mesure où tout est lié, tout est attaché, toutes les planètes sont liées, toutes les étoiles sont liées, et que la Terre n'étant qu'un élément de l'univers. Alors là, il joue avec donc cette spirale en blanc, et aussi avec les couleurs qui s'interposent en dessous, et il y a cette réalité de vouloir absolument montrer que ce qui est sur le devant n'est pas plus important que ce qui est derrière, et de même que la Terre ou la Lune n'est pas plus importante que ce qui se trouve à des années-lumière. Bien. J'ai besoin d'aide, ça passe plus. Alors là, on a une approche qui va être un petit peu différente de celle que l'on a vue tout à l'heure, enfin des précédentes photos, c'est-à-dire que c'est le découpage qui fait que tout s'imbrique. Et ce découpage va être une façon pour lui de montrer que chaque élément est lié aux autres, et que cette vision de l'univers n'est pas seulement une vision, je dirais, mathématique froide, mais qu'elle est aussi une vision que l'on peut considérer sur le plan humain, c'est-à-dire que tout est lié, et que l'homme dans l'univers est lié à l'univers comme l'univers est lié à l'homme, et qu'à partir de ce moment-là, sa pensée va être plus une pensée d'osmose entre l'homme et l'univers qu'une pensée uniquement de vision sur l'univers seul. C'est à partir de ces tableaux où on voit l'énergie, parce qu'en fait, il faut, sur un plan symbolique, étant en Égypte pharaonique, les petites lignes brisées comme ça signifiait l'énergie. Et lui, Hanmook, a repris cette notion d'énergie dans sa vision du cosmos, et en fait, tout est énergie, tout est réalité énergétique. Ce qui fait que, quand il organise ces cercles au compas, ou quand il arrive à créer cette osmose entre les différents cercles, c'est en fait pour lui une réalité, non pas une vision, je dirais, arbitraire ou une vision virtuelle, mais c'est vraiment une vision réelle de ce qu'il pense être l'univers. Donc c'est en quittant la notion de composition plane pour aller vers une approche qu'il va pouvoir arriver à ce qu'il fait dans les années 80 et qui deviendra plutôt un problème, je dirais, spatio-temporel, c'est-à-dire que pour lui l'espace et le temps sont liés. Il n'y a pas de... Vous savez, les scientifiques disent que le temps est quelque chose de totalement abstrait, parce que quand on pense que quand on voit une étoile briller en ce moment sur de la Terre, ben, le temps que le regard, que la vision vienne jusque-là, l'étoile va mourir et ça va s'éteindre. Donc, c'est un petit peu ça que montre Hanmook dans son œuvre, c'est qu'il arrive à participer, si vous voulez, de la vie
des étoiles, de la vie des astres, de la vie de l'univers, à travers ses œuvres, comme celle-ci par exemple, où on voit cette énergie qui se propulse à travers l'espace et qui peut nous rejoindre. Là aussi, c'est une vision cosmique un peu plus abstraite, c'est-à-dire que les spirales sont incomplètes pour certaines, mais ça aussi c'est une volonté intellectuelle de montrer que la perfection, et ça on rejoint un petit peu ce que les chercheurs des siècles d'avant avaient trouvé avec ce qu'on appelle le nombre d'or, c'est-à-dire que la perfection n'est pas génératrice de beauté particulière, c'est-à-dire que la beauté résulte souvent dans une imperfection, dans quelque chose de plus ou moins abordable, mais qui est, d'une certaine manière, l'élément qui fait que le dynamisme existe. Alors là, c'est une toile très importante aussi dans l'œuvre de Hahnemuck, parce que c'est une vision où on peut voir, pareil, l'énergie, on peut voir le cosmos, l'élément noir en dessous, etc. Mais surtout, on voit, c'est un petit peu un effet miroir. C'est-à-dire que si vous découpez au milieu de la toile et que vous repliez, les choses vont se superposer. C'est-à-dire que cet effet miroir, sur un plan intellectuel encore pour lui, c'est une vision du cosmos à travers, vous savez, c'est ce que les poètes disaient, qu'il faut, pour comprendre un événement, quelque chose, il faut arriver à passer de l'autre côté du miroir. Et c'est ce que Hahnemuck nous propose, c'est d'aller justement de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire de l'autre côté de l'univers, pour arriver à percevoir cette notion qui pour lui est une notion réaliste de l'œuvre telle qu'elle a été conçue quand le monde s'est créé. Et à ce moment-là, on peut voir que cette vision cosmique avec un effet miroir est quelque chose sur le plan scientifique, qui est quelque chose de très 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 important et qui peut être comprise par des astrophysiciens. Alors là, c'est encore un système de spirale, de cercle concentrique plutôt. Et là aussi, c'est le centre étant... Là, on voit deux concentrations de cercles avec deux centres. Et alors là aussi, on rejoint une pensée un petit peu initiatique, c'est-à-dire que le problème des centres, c'est un problème qui est difficile à percevoir parce que le centre n'est pas le centre géométrique n'est pas forcément le centre réel de quelque chose. Et ici, on peut voir qu'il y a une possibilité de créer ces deux centres et de voir en sorte que si on s'attache à un centre, on délaisse les autres concentrations de cercles, et si on s'attache à l'autre, on fait pareil, et que par conséquent, c'est en superposant ces deux concentrations de cercles qu'on peut arriver à créer le centre réel qui sera décalé par rapport au tableau, c'est-à-dire que ce ne sera pas au centre du tableau, mais ce sera un centre, disons, plus, pas géographique, ce sera plus un centre métaphysique qui permet d'aller au-delà des contingences, je dirais, intellectuelles. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, en fait, on voit on peut penser à des nuages, on peut penser à des vagues, etc. Donc voilà, c'est-à-dire que pour Hahnemuck, la perception du monde n'est pas simplement une perception ou cosmique ou terrestre, mais qu'elle est les deux. Et qu'à partir du moment où il perçoit cette approche de cet élément qui fait que la Terre est, comme disait Hermès Trismégiste, le haut est en bas et le bas est en haut, et réciproquement, c'est-à-dire que tout est lié. Et la perception du ciel comme la perception de la Terre, c'est la même chose en fait.
Et là, à mon avis, ça c'est une toile assez exceptionnelle qui peut aller au-delà de la simple image pour montrer une vision, je dirais, métaphysique du ciel et de la terre. Alors ici, c'est des éléments plus... Mais il y a encore, il y a souvent dans les toiles de Hanmook, il y a souvent cette tache noire, ce cercle noir qui peut être le ciel, qui peut être un trou noir de l'espace, qui peut être ça, parce que il a compris, il a très bien, au fil de sa vie, il a bien compris que les trous noirs étaient ce qui permettait à l'espace de... qu'est-ce compliqué à expliquer, mais de pouvoir éliminer une partie de leur concentration, c'est comme si vous voulez, il y a trop d'eau dans un ballon, par exemple, si on fait un petit trou, cette eau va pouvoir partir et va dégonfler le ballon un petit peu, ce qui permettra qu'il n'explosera pas. Et on peut penser que les trous noirs jouent un petit peu ce rôle et permettent à l'espace de se limiter. Là aussi, pareil, c'est une vision du monde telle qu'elle est abordée par Hanmook, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours cette récurrente énergie, et puis les cercles qui sont les symboles du monde, les symboles des astres, les symboles de l'espace. Là aussi, donc ça c'est important parce qu'on voit donc cet axe brun, là, cette tache de couleur verticale, qui est en fait... alors on ne sait pas si c'est l'énergie qui s'y concentre ou si c'est cette tache verticale qui permet à l'énergie de s'exprimer et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus, je dirais beaucoup plus lointain, de beaucoup plus efficace pour l'espace. Alors ici, ça c'est une petite période qu'il a eue où il a fait des peintures avec collage, voilà. Et donc là encore, là on voit cette énergie, en fait c'est le monde tel que la tradition pouvait le dire, c'est-à-dire que c'était une grande plaque, puisqu'avant on ne pensait pas que la Terre était ronde, donc on peut dire que à l'instar de cela, la vision de Hanmook pour le monde est quelque chose comment dirais-je, de plane, voilà. Là aussi, c'est pareil, c'est création d'événements colorés, toujours expliquant le cosmos. Ben là, voilà, alors ça c'est une toile qui est, je dirais, qui parle d'elle-même, c'est-à-dire que c'est le chemin des constellations, c'est-à-dire que c'est tous les astres, toutes les étoiles qui se promènent, voilà. Et donc, c'est par cet alliage de toutes ces étoiles que Hanmook voit la réalisation de l'espace à l'intérieur de cet espace, c'est-à-dire qu'il y a une organisation. Oui, c'est une organisation de l'espace et que ce qu'on a vu depuis ces tableaux figuratifs, que Hanmook a toujours été un très très grand organisateur des espaces blancs qui étaient les tableaux, et que cette organisation d'espace, il a pu, après, faire en sorte qu'à l'intérieur de ces tableaux, il puisse évoquer ce que pour lui était l'espace, et ce qui était en fait, je dirais ce que les scientifiques disent, une nécessité. C'est-à-dire que si l'espace est comme ça, c'est qu'il y avait la nécessité qu'elle soit comme ça. Et qu'à partir de ce moment-là, Hanmook a perçu cette nécessité en créant des œuvres qui permettent de montrer que cette nécessité est avant tout une nécessité dynamique. Là encore, il y a toujours cette interpénétration des deux, vous voyez, les blancs qui passent dans les rouges, etc., dessous, et qui se voit encore, c'est-à-dire que ce qui est caché est quand même dévoilé, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose d'invisible, mais que pour lui, l'invisibilité est aussi visible que le visible, c'est-à-dire que tout est lié.
Ce qu'il y a dans la pensée d'Anne-Mouque, c'est que sa recherche intellectuelle coïncide avec sa recherche picturale, et en fait, il traduit sur la toile ce qu'il pense. Et donc, quand il écrit dans plusieurs de ses textes, comme dans le Nouvel Art Poétique ou d'autres, quand il écrit que le visible et l'invisible sont à la fois contradictoires mais complémentaires, il arrive à percevoir que, en fait, le monde est pareil, de tous les éléments qui composent l'univers ou qui composent le monde et sont contradictoires, mais aussi, parce qu'on peut dire que une étoile ou une planète qui est à des millions de kilomètres, ça va être contradictoire par rapport à nous, par rapport à la France, par rapport encore plus par rapport à la Terre, mais que cette contradiction est complémentaire. Disons que la Terre ne peut exister que parce que le monde, que l'incommensurément énorme, large, vaste, tout ce que vous voudrez, existe. C'est que le petit, le micro répond au macro et vice versa, c'est-à-dire qu'on a une perception du grand qui se reflète dans le petit et réciproquement. Voilà. Alors là, ce qui est amusant, c'est que on dirait un petit peu des touches de piano, ce qui m'a fait dire que, en fait, ça sur le plan matériel, mais sinon que beaucoup d'œuvres de Anne-Mouque représentent, reflètent des résonances musicales, c'est-à-dire qu'il est parvenu avec les couleurs, avec les formes, avec les énergies, à montrer que, en fait, tout est musique, parce qu'on parlait dans les textes anciens, on parlait de ce qu'on appelait la musique des sphères, mais je crois que pour Anne-Mouque, c'est quelque chose de très très bien perçu, parce que, en fait, toutes ces sphères, toutes comment dirais-je, ces éléments qui nous dépassent, ces espaces qui nous dépassent, c'est quelque chose qui va permettre, si vous voulez, de percevoir, on pourrait dire se percevoir ce que cet espace veut dire et veut signifier. Parce que, en fait, l'espace, si on l'entreprend et on le comprend comme quelque chose d'inatteignable et d'impossible à percevoir, il est bien évident que là, on est dans l'erreur. Parce que, à ce moment-là, nous, on n'est qu'une petite boule dans l'univers et qu'il n'y a pas grand-chose à en sortir. Mais si on comprend que c'est par la compréhension des sphères, c'est par la compréhension du langage des sphères que nous pourrons arriver à percevoir la Terre, à ce moment-là, oui, on peut arriver, comme dit Anne-Mouque, à envisager l'univers, non pas comme quelque chose de différent, mais comme quelque chose dans lequel nous nous situons. Alors là aussi, c'est intéressant, cette toile, parce que, avec un système de lignes et de, comment dirais-je, de perspective, il est arrivé à montrer que, vous voyez, au centre du tableau, il y a ce qu'on pourrait appeler un centre géométrique, et avec toutes ces lignes et toutes ces perspectives, on s'aperçoit que c'est l'infini. L'infini, parce qu'en fait, comme on sait que l'espace est infini et que les galaxies, on sait maintenant qu'il y en a des centaines et des milliers, etc. Mais cet espace permet à nous de percevoir la réalité d'une vision objective de ce qu'on peut appeler l'infini. Et que cet infini, pour lui, va être quelque chose de très perceptible et de très envisageable sur un plan d'abord artistique, ça on le voit, mais aussi sur le plan intellectuel. Là encore, toujours cette approche qui va lui permettre de recréer presque un petit peu de figuration dans ces toiles qui sont... Bon, on ne peut pas dire que c'est de l'abstraction dans la mesure où, je dirais plutôt que c'est du conceptuel, mais que c'est parce qu'il y a des formes, donc vraiment il y a des formes, c'est un peu de figuration. Mais disons que c'est la notion conceptuelle de son approche de peinture, de son approche de ce qu'il veut montrer, qui fait que, grâce aux couleurs, grâce aux lignes, il arrive à former, si vous voulez, sur la toile, des moyens d'aller au-delà. Et pour ça, on peut dire que les toiles de Anne-Mouque
c'est comme un livre un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de doublon, c'est une histoire, c'est-à-dire que chaque toile répond à celle d'avant et chaque toile est créée par celle d'avant. Et c'est ça qui est très très important dans son œuvre et c'est ça que l'on ne voit pas souvent. Alors ici, ça c'est une toile qui est aussi un peu symbolique, c'est-à-dire que vous voyez une tête de serpent en haut avec le serpent qui est tout autour et c'est une pomme. Donc symboliquement, ça, pour lui, ça signifie la fécondité, ça signifie la vie sous toutes ses formes. Et donc ce qui est drôle, c'est que cette vie, avec le serpent et la pomme symbolisant l'organe féminin et le serpent le masculin, est située autour d'éléments ronds aussi, c'est-à-dire qu'en fait, pour lui, ça c'est la vie. C'est la vie non pas physique, mais c'est la vie créatrice, c'est la vie qui permet de dépasser sa condition d'homme. Et donc, on s'aperçoit que en envisageant cette perception de cette vie qu'il a traduit lui par des éléments, j'allais dire du quotidien, peut-être pas, parce qu'on ne voit pas des serpents tout le temps, mais des éléments que l'on connaît, comme la pomme, comme le serpent, il est parvenu à faire comprendre que, au-delà de cette perception de la vie physique, il y a aussi cette perception de la vie qui intéresse le monde, qui intéresse, enfin l'espace, qui intéresse tout, et que la même vie dans l'espace se résume à, je dirais, une même action, c'est-à-dire qu'une planète se crée parce qu'il y a un éclatement, une planète meurt parce qu'il n'y a plus de lumière, etc. Alors là, c'est une toile qui est assez compliquée, mais qui aussi montre, est parfaite dans l'œuvre de Hahn-Munck, parce que il y a une notion des deux soleils, enfin des deux gauche et droite, hein, vous voyez, on peut dire le soleil et la lune, ça peut être deux planètes, enfin ça peut être autre chose. Et en fait, là, il y a encore cette pomme qui est au milieu, et qui est, la pomme étant d'une certaine manière la totalité, l'élément complet. Et les éléments qu'il a dessinés à l'intérieur, on voit créer, par leur point d'achoppement avec la pomme, créent des énergies qui s'en vont de ce tout, c'est-à-dire que c'est un tout. Et la perception de Hahn-Munck pour ce tout évolue dans cette toile comme un personnage qui irait visiter, comme quelqu'un dans un vaisseau planétaire irait visiter ce qui l'entoure, c'est-à-dire et d'arriver jusqu'à un endroit où la vie s'exprime d'une manière définitive, mais aussi d'une manière conscrite. C'est-à-dire que cette vie est dans un espace qui est aussi agrémenté par, vous voyez, les traits bleus autour, les formes, qui sont les supports, on pourrait dire, de la vie, et qui font en sorte qu'avec ces deux éclairages, ces deux luminaires, on arrive à aborder une science, ce qui est très drôle d'ailleurs, parce qu'en tant qu'artiste, il arrive à aborder une science qui est une science, je dirais, presque astrophysique, c'est-à-dire quelque chose de totalement porteur d'énergie. Alors là encore, là, on voit encore ça, et puis on voit ce qui est intéressant, c'est que là, en bas, là, à gauche, là, vous avez une sorte de... On peut penser à un éventail avec un trou au milieu. Et cet éventail qui est une sorte de rappel, bien sûr, de la Corée, etc., mais qui est surtout un rappel de l'énergie qui va se créer grâce à l'action. Et vous voyez, les différentes formes qui sont à l'intérieur de cette toile, ce sont des formes qui sont, disons, qui ont peut-être, entre guillemets, un peu moins de perfection que celles qu'on a vues avant, mais qui expriment justement cette réalité plus créatrice, si vous voulez, et plus en mouvement.
Parce qu'en fait, la vie n'est que mouvement, et comme la vie n'est que mouvement, les éléments que l'on peut reproduire sont en quelque sorte souvent aussi en mouvement et ne sont pas dans leur état définitif. Alors là, il a jonglé avec les spirales, les cercles, etc. Et puis surtout ces formes rouges qui sont autant d'éléments cosmiques, des éléments qui sont là pour animer l'ensemble. C'est-à-dire que s'il n'y avait que des lignes, des cercles et des choses comme ça, on pourrait penser que c'est devenu quelque chose qui est mort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de naissance. Or, tous ces éléments rouges, qui sont autant de petites croissants de lune ou autre chose, on s'aperçoit que de l'énergie naît quelque chose. Et à partir de ce moment-là, on peut arriver à envisager la naissance, si vous voulez, comme ces petites choses, ça ressemble aussi à des fœtus, ça ressemble à tout ça. Donc, il y a une notion réelle d'énergie qui se concentre dans ça. Pourquoi? Parce que les cercles qu'il a créés sont générateurs d'énergie et font en sorte que la création peut s'effectuer. Là, on poursuit, il y a une opposition entre les deux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des compositions d'Anne Mook sont très grandes. Enfin, moi, je l'ai vu peindre dans des ateliers, notamment dans un atelier qui était une ancienne usine que lui avait prêté la société Thomson, dans lequel il arrivait à faire des toiles qui faisaient, enfin sur papier, qui faisaient peut-être 4 mètres de long, sur 3 mètres, enfin c'était des panneaux énormes. Et quand on voyait travailler avec son compas et avec sa règle et tout ça, c'était d'une minutie et d'une efficacité assez redoutable. Là encore, c'est encore toujours l'énergie qui s'auto-crée. On peut voir qu'il y a comme un tourbillon, comme une tornade. Et c'est de cette tornade naissent les lignes de force, d'énergie, qui vont lui permettre d'aller au-delà d'un monde trop structuré, au-delà d'un monde trop calculé, trop préfabriqué. Alors ici, ce qu'il a voulu montrer, je crois, c'est qu'à l'intérieur de l'espace, il y a aussi ce qu'on peut appeler des guerres. C'est-à-dire que les éléments qui s'expassent, on sait, avec des météorites qui s'écrasent sur d'autres planètes, enfin, des choses comme ça. Et donc là, on s'aperçoit qu'il a fait un combat entre deux formes réellement en action, et que ces deux formes s'auto-fécondent l'un de l'autre pour donner naissance aux énergies que l'on voit au milieu. Alors là, c'est intéressant parce que c'est un petit peu l'œil de l'univers. Voilà. C'est-à-dire que de cet œil va naître ce trait jaune qui s'en va, et on voit ce trou noir, si vous voulez, cet œil qui va naître au milieu et qui va auto-féconder toutes ces lignes qui vont autour. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que c'est une vérité scientifique aussi, qui fait que toutes ces lignes s'auto-fécondent l'un de l'autre, c'est-à-dire que tout est relié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un trou noir, il n'y a pas une spirale jaune, il n'y a pas tout ça, tout ne tient que, si on retire un élément, tout s'effondre. Et c'est par cet élément que la vie peut arriver à s'exprimer. Alors j'ai pris celle-là sur un plan un peu anecdotique, c'est-à-dire que c'est le même système de ces spirales, de ces lignes, etc. Mais ce qu'il a mis, c'est les deux petits pigeons qui symbolisent d'une certaine manière l'amour et qui fait que il veut dire d'une certaine manière que l'espace, bien que ce soit, on peut penser que c'est impersonnel et que c'est quelque chose
quelque chose d'intouchable. Ben, en fait, les scientifiques le disent aussi, c'est-à-dire qu'il y a l'amour existe aussi dans l'espace, et que c'est cet amour qui fait en sorte que tout marche. C'est-à-dire que l'amour dans l'espace ne se manifeste pas comme entre deux êtres humains, mais se manifeste d'une autre manière, mais c'est le même signe. Alors là, celle-là, ça c'est une petite période qu'il a eue où il a fait des œuvres noir et blanc ou bleutées. Et là aussi c'est pareil, on arrive à voir qu'il y a toujours ce cercle avec ce trou noir au milieu, et puis il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur et qui va se mettre sur cette forme de façon à je dirais l'enrichir, lui donner vie. Là, on arrive la même chose, c'est-à-dire que c'est par le rapprochement de différents éléments qui crée l'unité, comme je le disais tout à l'heure, et qu'il arrive à percevoir une réalité que peu d'hommes peuvent percevoir, enfin peuvent imaginer surtout, et que cette forme, surtout la forme bleue par exemple, qui est là, est une forme qui unit le reste, unit les autres lignes et les autres stries spiralées. Et là, c'est une calligraphie, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, Anne Mook est d'abord un lettré, et qu'il a fait de la calligraphie toute sa vie, et que c'est vers 1995 qu'il a fait beaucoup de calligraphie, beaucoup d'expositions, et que cette calligraphie marque, j'ai voulu mettre ça en dernier pour montrer que, en fait, sa vie, si vous voulez, sa vie de peintre est très liée. Et quand on voit cette calligraphie, j'ai pris celle-là parce qu'on voit que ça rejoint d'une certaine manière les lignes qu'il faisait dans ses toiles, et que c'est une façon de montrer que d'un commencement jusqu'à un terme, l'œuvre d'Anne Mook est quelque chose qui s'est inscrit totalement dans le déroulement de sa pensée. Alors là, j'ai réuni à la fin quelques petites photos de lui en train de travailler dans son atelier. Ça, c'est quand il est arrivé avec des amis coréens, des amis peintres coréens. On le voit avec sa pipe, là, à droite. Hein. Là, en plein travail, sur les quais de la Seine. Et là, dans l'atelier dont je vous parlais, c'est-à-dire que c'est un atelier dans lequel il avait une possibilité de faire énormément de grands formats. Et c'est ces grands formats qui, je crois, resteront dans la mémoire collective et qui feront que Anne Mook sera considéré comme un très grand artiste et quelqu'un qui aura vraiment apporté quelque chose à l'art. Alors là, c'est le tableau qu'on avait vu tout à l'heure avec le serpent et la pomme. Et donc là, il était voilà, avec un autre tableau qu'on a vu aussi tout à l'heure. Ben voilà. Alors là, très sérieux, devant cette toile qu'on a vue aussi tout à l'heure, qui est une toile avec collage, ce qui est rehaussé de collage. Et alors ça, j'ai mis cette photo parce que là, il est en train de faire une calligraphie qu'on lui avait demandé quand le TGV français s'est installé à Séoul. Et donc, c'est lui qui avait fait cette calligraphie, voilà. Et là, on retrouve dans le grand atelier, en train de travailler. Alors, ce qui est amusant de le voir, c'est qu'avec un petit pinceau, il parvient à faire ces toiles gigantesques, et c'est toujours avec une minutie énorme, après avoir tracé tous ces tracés au compas, c'est le cas de dire, et puis avoir mesuré les espaces, etc. C'est très très compliqué. Et quand on le voit travailler, on comprend un peu mieux la façon de faire. Mais c'est quelque chose d'assez... ces tableaux-là, c'était ça. D'ailleurs, je crois qu'il a fait il y a quelques années
en Corée. Il a fait une grande exposition d'œuvres monumentales et ça a été vraiment très très bien accueilli par la critique et par tous les gens qui l'aiment. Voilà. Bon, ce que je voulais dire, c'est que comme toute conférence, c'est imparfait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout, il n'y a pas toute sa vie, mais que je pense que la vie d'un peintre se voit surtout à travers ses œuvres, et que ses œuvres sont un petit peu ses paroles. Donc, il y a un livre qui a été édité en Corée, je crois, qui est un très beau livre, dans lequel il y a pas mal de textes de critiques d'art coréen, d'amis de Hanguk aussi, et c'est un livre à lire avec attention. Merci beaucoup pour votre patience.